Marc Mercier, donc de GRDF, qui va venir, nous expliquer, le livre blanc sur le rétrofit gaz C'est fait, ça. avec, je crois à partir de, l'étude de l'ADEME et puis, Alors c'est ça, tout à fait. Donc, mmh, en termes de transition, donc, déjà ce que j'aimerais préciser, c'est que GRDF ne produit pas de véhicules, rétrofités. Nous n'avons pas pour vocation de de convertir des véhicules. Nous sommes en faveur par contre de la transition écologique. Et donc par là, on favorise l'émergence de nouveaux gaz, pour remplacer le gaz naturel en tant que tel. Donc en particulier, on est en faveur de projets de biométhane et cetera. Et on regarde également tous les usages qui sont liés au gaz naturel et bien sûr la mobilité est un usage, prépondérant. Donc c'est pour cette raison qu'on s'intéresse, à la mobilité et en particulier au rétrofit, au GNV et surtout au bio-GNV, pour les raisons que je vais vous expliquer. Donc, en introduction, donc vous pouvez passer la deuxième slide. Voilà, donc en introduction, alors je reprends quelques portes ouvertes, hein, mais on sait que la mise en place progressive des ZFE vise à améliorer la qualité de l'air dans les villes. Donc le diesel sera progressivement interdit, d'accès aux ZFE. Ce qu'il faut savoir, c'est que le parc aujourd'hui de diesel au niveau des véhicules utilitaires, c'est 95 de véhicules alimentés au diesel et ces 95 de véhicules diesel, même quand on regarde la norme Euro 6, seront interdits d'accès aux ZFE. Donc il y a un réel, comment dirais-je? Une réelle problématique, en tout cas à adresser par rapport à ce parc de véhicules utilitaires, et donc il y a lieu de trouver des solutions. Alors on sait que l'offre de véhicules électriques aujourd'hui est encore peu abondante, heu, elle est coûteuse, en tout cas pour en ce qui concerne un véhicule neuf et ne satisfait pas l'ensemble des besoins liés aux usages. En particulier des usages qui nécessitent soit de produire beaucoup de kilomètres, donc de transporter par exemple des charges lourdes, sur de longues distances quand on parle des véhicules lourds. Heu, Par exemple, on a également des véhicules ou des cas d'usage où il y a un process embarqué, donc donc ce process embarqué, consomme de l'énergie. Donc quand on a une conversion au véhicule électrique, c'est de l'autonomie qui est prélevée, hein, directement sur les batteries. Donc il faut trouver une solution alternative par rapport à certains cas d'usage. Alors j'insiste sur certains cas d'usage, c'est-à-dire que, la solution électrique est très bien adaptée pour certains cas d'usage, surtout pour les cas d'usage en ville. Par contre, pour des besoins d'autonomie, elle peut se révéler être problématique avec des besoins de recharge, assez réguliers. Donc, c'est pour ça que nous ne sommes pas contre la solution électrique, loin de là. En fait, on a plutôt une approche en cas d'usage et l'idée, c'est bien d'avoir, à chaque cas d'usage, en fait, une réponse énergétique en face, qui couvre les besoins opérationnels. Ensuite, une des problématiques à laquelle, on enfin que qu'on a été amené à se poser, c'est que pour décarboner le parc, on a un taux de renouvellement à peu près de 5 de véhicules par an. C'est-à-dire que pour décarboner le parc complet, en fait, il faudrait 20 ans pour pouvoir avoir des solutions qui soient énergétiquement propres, au niveau du parc. Et aujourd'hui, ce qui est nécessaire de faire, c'est OK, on a un taux de renouvellement de 5 qui contribue à améliorer la qualité de l'air dans les villes et d'un point de vue national et européen et cetera. Mais le parc en place, comment on fait pour accélérer cette transition? Et c'est pour ça que, on a été amené à considérer le rétrofit. Les normes Euro et règlements CO2 ne contribuent pas à décarboner et dépolluer le parc en place. Alors pour quelle raison? Parce que, les normes Euro concernent les véhicules neufs majoritairement et ces véhicules neufs, en fait, contribuent au remplacement de 5 de véhicules par an. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus les normes sont compliquées et sont, comment dirais-je, contraignantes vis-à-vis des constructeurs, pour dépolluer les véhicules, ce qu'il se passe, c'est que comme le prix des véhicules neufs va augmenter, le taux de renouvellement sera plus faible. En tout cas, c'est ce qu'on peut attendre, c'est que le taux de renouvellement sera plus faible. Donc il y aura un ralentissement de de ce renouvellement et de cette dépollution du parc et donc il faut trouver, encore une fois, une solution
pour dépolluer le parc qui est déjà existant, avec des coûts qui soient plus faibles que l'achat d'un véhicule neuf. Et donc, c'est pour cette raison qu'en fait, on s'intéresse au rétrofit, et en particulier au rétrofit GNV et biogaz, enfin bio-GNV, pour permettre de couvrir et de répondre à des besoins d'usage qui nécessitent de l'autonomie. Vous pouvez passer à la slide suivante. Alors, qu'est-ce que le rétrofit? Donc le rétrofit consiste à changer le carburant d'un véhicule après l'homologation d'origine. Donc que ce soit un rétrofit électrique ou que ce soit un rétrofit gaz ou que ce soit n'importe quel type de rétrofit, le véhicule naît avec une énergie et on convertit ce véhicule pour qu'il puisse fonctionner avec une autre énergie. Il s'opère donc par le remplacement et la modification du groupe motopropulseur. Je vous expliquerai en tout cas par rapport au rétrofit bio-GNV et GNV les différents types de rétrofit qui existent. Slide suivante. Donc, en termes de technologie, je vais essayer de passer assez rapidement sur le sujet. S'il y a des questions à la fin, je répondrai. Donc la première génération, donc il existe plusieurs technologies, soit dual fuel, donc en fait le dual fuel, on utilise toujours une part de diesel dans le fonctionnement du moteur et une conversion en 100% GNV. Par rapport au dual fuel, il existe une première génération qui visait à substituer 70% de diesel par du GNV pour des raisons de tenue mécanique dans le temps. La deuxième génération de dual fuel consiste à substituer 90 à 95% de diesel par du GNV. Ce sont de nouvelles technologies utilisées majoritairement sur le moteur Volvo HPDI. Donc c'est un moteur en neuf qui est vendu en neuf. Il n'existe pas encore de kit. Il y a des kits en développement. J'interviendrai là-dessus ultérieurement. Mais il existe justement des entreprises qui développent ce type de technologie. Et ensuite, on a une conversion en 100% GNV qui peut se faire par deux biais, donc soit par le remplacement du moteur diesel par du GNV. Je laisserai Daniela en fait du CRMT intervenir sur le sujet puisque le CRMT a réalisé des projets de conversion de moteur diesel en 100% GNV, ou alors par la modification du moteur diesel. C'est-à-dire qu'en fait, on garde les éléments principaux du moteur. Alors bien sûr, il y a des remplacements de pièces à l'intérieur, mais on le convertit en fonctionnement 100% gaz. Et il y a une entreprise lettonne qui réalise ce type de conversion. Pour l'histoire, nous avons chez GRDF deux projets en cours. Donc, un premier avec le groupement Faral Liptech, dont j'ai vu Jean-Luc Guilloni, en tout cas de Liptech, qui s'est connecté, qui a posé une question, qui fait partie en tout cas qui participe au webinaire. Donc, la technologie développée par la société, on est sur un dual fuel de deuxième génération. Et ensuite, l'autre société, lettonne, qui est Digaz, modifie le moteur diesel en 100% GNV. Et donc, nous avons deux appels à projets en cours de réalisation avec ces deux entreprises. Slide suivante. Alors, donc je ne vais pas revenir sur le sujet. Donc, on sait qu'on souhaite pouvoir continuer à exploiter les véhicules en ZFE. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le GNV bio-GNV bénéficie de la vignette Critère 1. Ainsi que le dual fuel de deuxième génération. C'est-à-dire que le véhicule Volvo, par exemple, est considéré comme un moteur gaz naturel, quand bien même il utilise une petite part de diesel pour faire fonctionner le moteur. On privilégie chez nous, chez GRDF, même si on n'a, comment dirais-je, pas de mot à dire par rapport au développement technologique ou de positionnement technologique, on privilégie une conversion 100% GNV, ce qui permet d'améliorer le bilan environnemental du véhicule. Ce qui permet aussi d'éviter d'avoir du post-traitement au niveau des véhicules trop compliqué, trop complexe. Donc ça simplifie, quand on convertit un moteur diesel vers du 100% GNV, on simplifie quand même la motorisation. On n'a pas de deux carburants à gérer, par exemple. Et donc c'est une solution qui nous paraît être un peu plus efficace. Quand bien même, je le répète, le dual fuel de deuxième génération est très efficace d'un point de vue environnemental et offre des solutions très intéressantes à terme. Par rapport à ce que je viens de vous dire, donc aujourd'hui, on a beaucoup
comment dirais-je, de projets en cours et de projets déjà réalisés, malgré tout, il y a un frein majeur au déploiement du rétrofit, c'est l'absence de cadre réglementaire. Alors quand je dis absence de cadre réglementaire, je ne suis pas complètement juste par rapport au fait que, il existe quand même une solution pour convertir des véhicules diesel vers du gaz, et en fait, on fait référence au code de la route, mais on a une contrainte majeure qui concerne l'avis du constructeur. C'est-à-dire que quand on mène un projet de conversion d'un véhicule et qu'on change la technologie à bord du véhicule, il faut l'avis du constructeur et cet avis est, absolument nécessaire pour pouvoir homologuer par la suite le véhicule. On peut aller à la slide suivante. Alors en termes de réglementation, il existe différentes réglementations. Donc on a un texte mondial qui est le règlement R115 qui spécifie le rétrofit gaz. Alors ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est pour les véhicules utilitaires légers, donc de catégorie M1 et N1, on peut ajouter un kit CNG, donc Compressed Natural Gas, sur un moteur essence. Donc aujourd'hui, ce que l'on sait faire, c'est la conversion d'un moteur essence vers du gaz. Comme ça, en fait, j'ai vu la question qui avait été posée par Théophile dans le fil de la conversation. Et donc, on a la possibilité de convertir donc un moteur essence vers du gaz. Au niveau du poids lourd, on peut ajouter un kit dual fuel sur les moteurs diesel. Ce qui n'est pas spécifié dans la réglementation R115, c'est le différents types de technologies. Mais aujourd'hui, convertir un poids lourd vers du dual fuel, donc diesel-gaz, plutôt donc de deuxième technologie, de deuxième génération, est possible. Pour l'instant, je n'ai pas détecté d'entreprise qui s'était intéressée au sujet, mais en tout cas, il y a toujours cette possibilité-là. Ce que l'on ne sait pas faire, par contre, c'est un remplacement d'un moteur diesel en poids lourd vers du 100% GNV. Et c'est le même cas pour les véhicules utilitaires légers. Donc en l'absence de compatibilité, je viens de le citer précédemment, c'est le code de la route qui prend le relais. Donc il faut l'avis favorable des constructeurs pour pouvoir mener à bien l'opération de conversion et donc surtout l'homologation du véhicule à terme. L'avis est nécessaire pour chaque modèle, c'est-à-dire que quand vous avez obtenu l'avis la procédure à laquelle on fait appel, c'est la réception à titre isolé avec donc une homologation prototype. On a la possibilité de faire un agrément prototype, c'est-à-dire que cet agrément prototype derrière permet de convertir une flotte, ou en tout cas un certain nombre de véhicules, qui font partie de la même famille. C'est-à-dire que quand vous avez reçu un agrément prototype pour un véhicule, vous pouvez convertir des véhicules de la même série qui font partie de la même famille. C'est-à-dire que le type mine est identique par rapport à chaque véhicule qui représente une famille. Chez GRDF, on travaille sur deux aspects. Majoritairement, donc la modification du règlement R115 pour une conversion diesel vers 100% GNV et obtenir un arrêté national pour autoriser le rétrofit, comme a pu l'avoir la solution de rétrofit électrique. Slide suivante. Donc là, ici, j'ai mis un tableau récapitulatif sur ce qui est possible de faire à l'heure actuelle avec l'obtention du classement critères. Ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie donc HPDI de Volvo est classée vignette critère 1. Le dual fuel classique, tel que repris dans le règlement R115, a priori, c'est une vignette critère 2. Il n'y a pas eu de projet de conversion de poids lourd de diesel vers du dual fuel diesel-gaz de deuxième génération. Donc aujourd'hui, on ne peut pas préjuger en fait de l'obtention de la vignette critère 1. A priori, la logique voudrait qu'un véhicule rétrofité du diesel vers du diesel-gaz de deuxième génération, donc dual fuel, puisse obtenir une vignette critère 1, mais il n'y a pas eu de projet aujourd'hui, il n'y a pas eu de démonstration encore réalisée, donc
c'est une hypothèse encore à l'heure actuelle. Slide suivante. Donc là, ici, c'est le processus de révision. Donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Si vous avez des questions par rapport à cette slide, je me ferai un plaisir de vous répondre par la suite. Je vous propose d'aller à la slide suivante. Donc, au niveau des acteurs, donc des équipementiers constructeurs motivés pour modifier le R115. Donc en particulier, on a la société Landi Renzo qui est intéressée pour modifier le R115. Les constructeurs commencent à s'intéresser également à la solution de la modification du R115. Pour quelles raisons? Les constructeurs font face à la pénurie de matières premières. On est dans un contexte assez tendu et donc à terme, le rétrofit permettrait justement de pouvoir proposer des solutions pour maintenir certaines chaînes de production ou en tout cas développer ou diversifier leur activité. Et pourquoi est-ce que les constructeurs sont intéressés par le R115? C'est-à-dire que l'homologation du véhicule, dans le cas d'une conversion, d'un rétrofit est possible et seules les parties du véhicule qui ont été modifiées sont resoumises en fait à homologation. Et donc par exemple, si on prend le cas d'un rétrofit et que un constructeur ne venait qu'à toucher la motorisation pour la convertir en gaz, le constructeur n'aurait qu'à réhomologuer son véhicule par rapport à la conversion du moteur, donc uniquement ouvrir ce que l'on appelle les partiels de homologation, qui concernent en fait donc la dépollution, le fonctionnement du moteur, l'Euro 6, etc. Donc d'autres acteurs, comme par exemple Liptech, dont je viens de vous citer, donc qui propose une conversion sur le type dual fuel type HPDI, avec un coût de transformation estimé à peu près à 12 000 €. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il n'y a pas la possibilité de convertir les véhicules, en tout cas dans le cas du R115, en dual fuel pour les véhicules utilitaires légers. Alors Liptech s'intéresse aux véhicules utilitaires légers. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas préjuger en fait du résultat en termes d'homologation et d'immatriculation du véhicule, sachant que dans ce cas particulier, l'accord du constructeur est nécessaire pour pouvoir procéder à l'homologation puis l'immatriculation du véhicule. Donc on a une startup Playton qui est spécialisée dans le rétrofit gaz des locomotives, qui s'intéresse au marché des VUL. Et là également, en fait, on est à l'état de proto. Le cas de conversion n'est pas prévu pour être homologué et rétrofité, sauf accord du constructeur, homologué et immatriculé. Donc il nous faut également dans ce cas-là l'accord du constructeur. Le CRMT qui a converti un car diesel, donc je laisserai Daniela en tout cas détailler cette partie-là. Donc la motorisation a été substituée, donc la motorisation diesel par un moteur gaz fourni par Iveco, et le CRMT a obtenu l'accord du constructeur, et donc le CRMT est en mesure en tout cas de pouvoir convertir et immatriculer, homologuer et immatriculer une flotte de véhicules dans la même famille que le prototype. Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est que quelque part, quand on a la présence d'un constructeur pour la modification d'un véhicule, ça facilite énormément les choses. Et en particulier, surtout si on veut industrialiser des conversions de véhicules. Donc, la présence d'un constructeur est quand même vraiment favorable pour ce type de projet. Slide suivante. Donc là, ici, développement des infrastructures. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Si vous avez également des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sachez que pour des petites flottes qui seraient rétrofitées, il existe des solutions de remplissage domestiques, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il existe des solutions de remplissage sur site, donc ce qui permet justement comment dirais-je, de pouvoir remplir en tout cas les véhicules et ne pas chercher après une station de recharge de gaz, une station de compression de gaz. Donc il existe en tout cas des solutions pour pouvoir remplir sur site les véhicules. Slide suivante.
donc l'industrialisation du rétrofit. Donc il faudra, en tout cas pour diminuer les coûts, organiser une filière. Il faudra absorber des volumes de véhicules à convertir élevés. Donc, bien sûr, si demain on veut dépolluer le parc et rapidement, on aura besoin d'une structure industrielle. Il faudra diversifier les producteurs de kits de rétrofit. Alors pour quelles raisons? Il s'agit surtout d'une raison par rapport à la technologie embarquée. Si on veut par exemple convertir des véhicules Euro 6, la technologie est assez difficile en tout cas à modifier parce qu'en fait d'un point de vue technologique il y a beaucoup de choses à appréhender. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin des constructeurs à un moment donné pour pouvoir modifier les véhicules parce que l'électronique, par exemple sur un véhicule Euro 6, est assez complexe et on a besoin de pouvoir accéder en tout cas aux données du calculateur. Donc la présence d'un constructeur est nécessaire. Alors, slide suivante s'il vous plaît. Donc, fort de ce constat, et surtout, ce qui a été remonté, c'est un besoin opérationnel d'un point de vue des opérateurs qui interviennent en ZFE. C'est le besoin d'avoir une solution avec de l'autonomie. Et donc, des transporteurs, des fédérations de transporteurs militent pour le rétrofit GNV et sous l'impulsion de l'OTRE, qui représente quand même une grande partie des exploitants, en tout cas de véhicules diesel, de véhicules utilitaires diesel en ZFE. L'OTRE a collecté les besoins qui remontaient du terrain et a été à l'initiative de la rédaction du livre blanc. Donc, le livre blanc, même s'il n'en est pas encore parlé jusqu'à présent, fait état de l'ensemble des difficultés que j'ai pu vous remonter au travers de la présentation, les synthétise et propose des pistes des pistes d'action, un plan d'action pour pouvoir privilégier, enfin pas privilégier, mais en tout cas homologuer les véhicules rétrofités GNV. Et en particulier, ce livre blanc a été communiqué lors du SITL à 2 élus, donc Bruno Millienne et Jean-Marc Zulesi, qui sont en faveur du rétrofit bio-GNV, qui comprennent les contraintes et les problématiques qui sont liées aux exploitants de véhicules diesel, surtout par rapport à l'autonomie, comme j'avais pu vous le mentionner, par rapport à des besoins énergétiques embarqués. Et donc, ils se font le relais aujourd'hui auprès du gouvernement donc des besoins opérationnels remontés via l'OTRE. Et donc, dernière slide, où le livre blanc fait des propositions. Donc, slide suivante. Le livre blanc identifie donc les problématiques à lever, hein. Votre micro, Marc. Ah oui, merci. Consolider le cadre réglementaire par la parution d'un arrêté national ou la révision du règlement R115, reconnaître le bio-GNV dans la réglementation française européenne de décarbonation des transports. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, instaurer un label rétrofit qui permet justement de reconnaître la démarche d'économie circulaire. C'est ça l'avantage du rétrofit aujourd'hui, c'est qu'on a des entreprises franco-françaises qui travaillent sur le sujet, qui sont en mesure de proposer des solutions, donc à l'instar de Farad ou du CRMT. Mobiliser la commande publique pour inciter le recours aux véhicules rétrofités. Alors, c'est vrai que je me rends compte que je n'ai pas mis la slide en tout cas les résultats de l'étude ADEME, mais rétrofiter un véhicule permet, donc sur sa deuxième partie de vie, permet d'économiser 80% de CO2 sur cette partie de cette deuxième partie en fait de vie. Donc il y a un réel avantage. Il y a un réel avantage à convertir en tout cas un véhicule vers le bio-GNV. Et puis bien sûr, hein, élargir les dispositifs d'aide financière d'accompagnement au même titre que l'arrêté pour le rétrofit électrique pour que l'on puisse justement dynamiser et surtout déployer le rétrofit bio-GNV.
Alors, j'ai essayé de tenir peu ou prou les 25 minutes. J'ai été assez rapide. Je pense qu'on peut peut-être prendre une ou deux questions. Je laisse le timekeeper, Noémie, me dire si c'est possible ou pas. Ouais, on peut répondre, quand même, à une question. Il y a une question qui est assez intéressante et je pense que ça concerne aussi, je dirais même l'électrique. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais, pourquoi est-ce que le rétrofit essence GNV n'est pas abordé alors que c'est le seul homologué aujourd'hui et que 7 des émissions de CO2 françaises sont dues aux véhicules essence? Et alors, j'avais participé à un autre webinaire où une personne de l'ADEME avait précisé que finalement, entre l'essence et le diesel, l'écart n'était pas énorme et quand on calculait, les réductions d'émissions, on était à peu près sur des, réductions équivalentes. Mais je voudrais pas, dire de bêtises, mais Oui. c'était ce qui avait été évoqué. Alors, une des problématiques, pourquoi est-ce qu'on n'adresse pas le rétrofit essence-gaz aujourd'hui? Parce que pour la problématique d'entrer dans les ZFE, le moteur essence bénéficie de la vignette Critère 1 quand il est Euro 6. Donc, aujourd'hui, ça n'est pas l'enjeu prioritaire. L'enjeu prioritaire reste bien le maintien des usages et d'ailleurs les véhicules essence font partie plutôt des véhicules personnels. Et j'ai tendance à dire que les véhicules essence, qui peuvent encore entrer en ZFE, les véhicules personnels, pour cela, majoritairement, on a une solution qui est bien adaptée, c'est la solution électrique. On va pas se cacher, Se pas de langue de mentir. bois, C'est très mmh. clairement, très clairement, la solution électrique est très bien adaptée pour les véhicules en ville qui font peu de kilomètres. Et donc, c'est pour cette raison que, il nous paraît peu, pertinent chez GRDF, en tout cas, de convertir et de rétrofiter des véhicules personnels qui sont donc, également alimentés à l'essence au GNV. Mais aujourd'hui, c'est possible. Si vous voulez rétrofiter un véhicule, vous avez tout à fait la possibilité. On s'adresse plutôt donc à la catégorie des véhicules utilitaires légers et des véhicules utilitaires qui ont besoin de rentrer en ZFE pour maintenir les livraisons, pour maintenir, un certain nombre d'usages pour lesquels la solution électrique n'est pas adaptée ou mal adaptée. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment cette, en tout cas, ces cas d'usage qui nous intéressent chez GRDF. Parce que ça nous permet aussi de mutualiser. On va avoir des flottes qui vont se regrouper sur un site de parking la nuit, par exemple, de stationnement, et donc ce qui nous permet aussi de mutualiser des flottes et de pouvoir proposer des solutions de ravitaillement chez le, donc, quand je dis chez le particulier, en tout cas, sur un site privé, qui permet d'alimenter les véhicules directement. Et ensuite, les véhicules utilitaires, pour certains cas d'usage, effectivement, le gaz naturel est une bonne solution, en tout cas le bio-GNV, pour les cas d'usage qui nécessitent de produire de longues distances, kilométriques. OK. Merci beaucoup Je vous en Marc. prie. Regardez